Bienvenue à cette première vidéo de dialogue en langue minoritaire. Je m'appelle Yacine. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Yacine. Bonjour. Je commence à parler un peu de moi. Je m'appelle Yacine. Depuis quelques années, j'ai pour les langues minoritaires et surtout pour les langues minorisées. Il s'agit des langues, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont exclues sur leur propre territoire de certains espaces, par exemple de la voie publique ou des médias. On a des langues minoritaires qui sont plus connues que d'autres, comme le basque, le breton, et d'autres un peu moins connues. Et j'aime beaucoup le terme surtout de langue minorisée, parce que beaucoup de ces langues minorisées ne sont pas minoritaires, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de locuteurs, peut-être des millions, mais comme j'ai dit, elles sont minorisées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu exclues. Oui, il est vrai que pour me présenter, donc Pierre-Marie, j'ai 36 ans, je m'intéresse aussi à toutes ces langues-là, d'ailleurs aux langues du monde de manière générale, aux cultures du monde. Et je voudrais parler d'une langue en particulier qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est la langue berrichonne bourbonnaise. Alors c'est une langue assez mystérieuse comme ça, et je pense pas que beaucoup de gens la connaissent. Je voudrais parler d'une langue en particulier qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est la langue berrichonne bourbonnaise. Alors c'est une langue assez mystérieuse comme ça, et je pense pas que beaucoup de gens la connaissent. Je ne sais pas d'ailleurs comme on se connaît un peu, on a pas mal discuté, mais est-ce que déjà avant qu'on se connaisse, tu connaissais cette langue-là? Moi aussi, j'aime beaucoup le terme langue régionale parce que ça renvoie à une région et ce n'est qu'une partie d'un grand ensemble. Par exemple, les régions de France ou même les régions dans l'Europe ou l'Afrique. Pour moi, ça n'a pas une connotation péjorative, donc sur ça, on est un peu d'accord. Et par rapport au berrichon bourbonnais, je dois t'avouer que avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas du tout cette langue. Et même pire, je connaissais pratiquement pas la région, puisque ce nom Berry et Bourbonnais, ce nom d'ancienne province, a disparu de la carte de la France depuis très longtemps. Et pour moi, c'était à la fois une découverte d'une culture, d'une langue et même d'une région. Voilà, pour les gens vraiment sur place, c'est parmi l'identité la plus forte qui puisse exister. Il y a la commune, bien évidemment, hein, ça c'est sûr que ça va jouer, le village, la commune. Le département, c'est vrai aussi, quand même, va jouer, et la province. C'est-à-dire que finalement, la région, pour donner le cas, Centre-Val de Loire, alors Auvergne-Rhône-Alpes, moi je suis pas contre Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est tellement vaste que ça. C'est que c'est un peu artificiel, ça renvoie un peu à rien. Voilà. C'est tellement vaste. Il n'y a pas du tout. Déjà, la région Auvergne posait problème pour les Bourbonnais, dans le sens où ils disaient, bon, pourquoi pas l'administratif, mais en tout cas, en termes d'identification, il n'y avait pas du tout une forme d'identification. Déjà, c'est une espèce de mélange entre un nom historique Auvergne et un nom géographique. Voilà. C'est de l'administratif pur et un mélange historique, mais un peu pseudo, ou en tout cas pas complètement assis sur une réalité telle quelle. La preuve, le Bourbonnais, c'est la vraie réalité territoriale historique. Alors il y a le département de l'Allier qui est aussi une vraie réalité, mais par contre l'aspect Auvergne, non. Alors oui, il y a des liens avec Clermont toujours, hein, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc les Bourbonnais, eux, sont toujours référés soit à leur département, soit à leur province, d'ailleurs qui correspond quasiment à peu près à la même chose, à 90%. Pour les Berrichons, c'est la même chose, hein, Centre-Val de Loire, bon, ça parle moyennement. Il y a des liens avec Tours, il y a des liens avec Orléans, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment primordial pour les gens. Moi, dans mon cas, je suis locuteur d'une langue régionale, une langue minorisée, qui est le catalan, qui est parlé dans la région de Valence. Là, il y a un autre type de problème qui se présente déjà, c'est quel est le nom de cette langue? La plupart des locuteurs l'appellent valencien, mais tous les académiciens sont d'accord pour dire que c'est du catalan. Oui. On rentre dans des querelles un peu politiques, puisque cela concerne aussi le nom de la région. Est-ce que c'est le pays valencien? Est-ce que c'est la communauté autonome? Le drapeau, etc. Mais si on reste dans l'aspect linguistique, c'est une langue c'est du catalan qui est typique de cette région, comme le néerlandais parlé en Belgique ou le français parlé au Québec. C'est la même langue avec des spécificités. Moi, personnellement, j'ai appris cette langue parce que j'ai passé toute mon enfance et une grande partie de mon adolescence dans cette région.
concrètement dans le nord de la province de Alicante, dans une comarque, les comarcas, ça s'appelle. C'est la division qui peut correspondre, c'est petit, hein, c'est peut-être 5 ou 7 communes, ça correspond à un canton en France, je pense. Et j'ai passé mon enfance dans cette comarque qui s'appelle la Marina Baixa. C'est le nord de la province d'Alicante, c'est une zone où on parle beaucoup la langue, mais de moins en moins. Aussi, cette langue, elle est parlée dans cette région, sans problème, elle est enseignée, elle a un statut officiel, mais elle est toujours minorisée, puisque elle est pratiquement absente des médias, de la signalisation, elle n'est pas trop parlée dans la vie de tous les jours par les gens, et voilà, sa situation est un petit peu vulnérable. Mais cela reste quand même une langue des plus parlées en Europe, avec autour de 10 millions de locuteurs. Et oui, c'est la première langue minoritaire d'Europe. Le catalan. Oui, exactement. Elle est beaucoup plus parlée que des langues nationales, comme le suédois ou le suédois, ça doit être un peu à égalité, mais oui, le norvégien. Le slovène, ou le slovène ou le lituanien, qui n'ont que 1 ou 2 millions de locuteurs. Donc, c'est marrant parce qu'on voit qu'elle n'est pas minoritaire dans le sens où elle fait partie des plus parlées. Par contre, elle est minorisée parce que dans l'UE, elle n'a pas de statut, par exemple. Ensuite, voilà, je voulais juste dire que je m'intéresse aussi à la transmission intergénérationnelle des langues, c'est-à-dire de parents à enfants, etc. Parce que dans mon cas, j'ai une autre langue, c'est la langue maternelle de mon père, qui ne m'a pas été transmise pendant mon enfance. C'est l'arabe parlé au Maroc, l'arabe dialectal. C'est une langue que j'apprends depuis quelques années, mais bon, et comme je le fais dans mon temps libre, je ne peux pas lui consacrer beaucoup de temps et mon niveau n'est pas encore très bon. Mais je peux me mettre facilement à la place des personnes qui sont frustrées parce que la langue de leurs parents ne lui ont pas été transmises, surtout dans le cas de langues minoritaires qui sont en danger de disparition. C'est un peu le cas du berrichon bourbonnais, si je ne me trompe pas, Pierre-Marie. Exact, oui. Donc le berrichon bourbonnais, en fait, alors pour donner la présentation de la langue, c'est tout d'abord une langue d'oïl. Donc il faut savoir que les langues d'oïl, il y a une quinzaine de langues d'oïl dans le grand nord de la France, jusqu'au centre, dont le français en fait partie. Le français ou parisien, c'est une des langues d'oïl parmi d'autres, qui viennent directement du latin, qui se sont séparées du roman commun de Gaulle vers l'an 800 par là. À peu près le serment de Strasbourg, on estime qu'il y avait déjà les langues, le noyau des langues d'aujourd'hui, et donc langue d'oïl. Mais bizarrement, c'était à la base originellement du côté de la langue d'oc. Il faut savoir qu'il y avait ce qu'on appelait la ligne von Warburg, qui, alors c'est une ligne linguistique, mais qui séparait les langues d'oïl et les parlers d'oc. Et nous, on était du côté oc. Donc c'est pour ça qu'on est un peu particulier. Avec d'ailleurs le Poitvin Saintongeais, on est le groupe, ce qu'on appelle des langues d'oïl du sud-ouest, du point de vue des langues d'oïl bien sûr, et on est anciennement des langues d'oc. Et au niveau du substrat du vocabulaire, on va avoir presque 40% de mots, 35-40% de mots d'origine oc. Voilà. Alors, c'est une langue donc qui est parlée alors sur plusieurs départements, précisément 4, donc le Cher, l'Indre, la Nièvre et l'Allier. On va dire principalement les provinces du Berry et du Bourbonnais, d'où son nom. Alors, il faut savoir que le berrichon correspond à plusieurs réalités linguistiques. Il faut savoir aussi puisqu'on a le nord-berrichon ou le berrichon sologno, qui lui est une langue d'oïl qui n'était pas d'origine occitane, qui est proche du berrichon bourbonnais, qui a influencé le berrichon bourbonnais, mais qui est déjà un gradient plus bassin parisien, plus orléanais des langues d'oïl du coin. Donc ça, c'est un point. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que ça va correspondre au sud du Berry. La région de la Châtre, au sud de Châteauroux, au sud de Bourges, donc Saint-Amand-Montrond, Sancoin. Ça va correspondre à quasiment tout l'Allier, puisqu'il y a une partie de l'Allier, les limites de l'Allier à partir de Montluçon, Gannat, tout ça, Vichy, qui sont oc encore. Et ça va correspondre aussi à une partie de la Nièvre, en dessous de Nevers, de Cise, la Machine. Donc ça correspond au berrichon bourbonnais. Voilà, le nord berrichon va correspondre à la Nièvre ligérienne, Nevers, tout ça, Cône-sur-Loire. Bourges, donc le nord de l'Indre, Châteauroux, Issoudun, etc. À partir du XIIe, XIIIe siècle,
il y a eu un recul de la Languedoc sous le phénomène du pouvoir royal. Parce que le roi, en fait, était intéressé par les terres d'Auvergne. Donc, il a voulu un peu s'approprier ces terres-là. Progressivement, il a déjà cassé tout ce qu'on appelait le duché d'Auvergne, enfin, historiquement, hein, qui correspondait vraiment à toute l'Auvergne, on va dire administrative, hein, y compris le Bourbonnais. Et bon, il en a fait un certain nombre de différents territoires seigneuriaux. Et il y a eu la seigneurie de Bourbon. Le seigneur de Bourbon s'est tourné davantage du côté du roi de France. Voilà, ça c'est un point. Et donc à partir de là, il y a eu un certain nombre de fonctionnaires royaux, en tout cas dans le Berry, le Bourbonnais, qui sont venus et qui progressivement ont fait passer une forme de norme française, francienne, écrite, etc. Et là où le tropisme était davantage du côté du sud, du côté finalement de Clermont, hein, plus ou moins, eh bien le tropisme s'est inversé du côté davantage d'Orléans ou finalement de Paris, du pouvoir royal. On a le trou à partir on va dire, de la Renaissance ou du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de la langue. Quand la francisation totale s'est faite, etc., etc. Bon, il y a des petites estimations, mais qui sont toujours compliquées à dire si c'est totalement vrai ou pas. On estime que c'est à la fin de la Renaissance, donc plutôt vers 1600, que c'est la partie berrichonne qui s'est francisée. On estime que c'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que le Bourbonnais d'Oil s'est francisé. Il y a eu un phénomène de mélange aussi. Alors, pourquoi je parle de phénomène de mélange? Parce qu'en fait, c'est sociologiquement. La langue, avec la révolution industrielle, forcément, a changé un peu de statut, bien sûr, l'école, tout ça, mais même au niveau sociologique et au niveau j'ai envie de dire, linguistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les paysans du bocage bourbonnais d'Oil sont venus travailler à Montluçon, qui était en territoire occ, qui eux-mêmes ont rencontré des paysans venus du sud de l'Allier. Et les deux langues sont un petit peu mis en contact encore plus fort que d'habitude. Ils sont un peu retournés vers l'espace doc, en quelque sorte. Voilà. Ils sont revenus sur leur espace naturel un peu. Mais le phénomène, c'est que il n'y a pas eu occitanisation, mais il y a eu oilisation à accélérer de la partie sud du Bourbonnais, en fait. Ah d'accord, c'est l'inverse. Voilà. Et donc, et tout ça, tous ces éléments-là, on a aussi eu au niveau du Berry, vis-à-vis du Berry Nord et de l'Orléanais, sur le Berry Sud. Cet effet-là, finalement, on appelle ça l'effet terraché en linguistique, c'est-à-dire que la langue, ça c'est propre à la linguistique française du 19e siècle, la langue d'Oil, ou la langue la ressemblant le plus au français, c'est-à-dire en général du Nord, va influencer la langue du Sud. Parce que c'était un moyen intermédiaire pour les gens de dire on parle peut-être encore telle langue, mais on va la septentrionaliser vis-à-vis de l'autre dialecte ou de l'autre langue qui est plus proche du français. Et il y a le sentiment, il y a le besoin que la langue se rapproche du français tout en la maintenant. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on maintient la langue. Je ne sais pas quel était le jugement. Il y avait commencé à avoir probablement les effets de vergogno, de honte de cette langue. Mais on la maintient, donc il n'y avait pas complètement la honte non plus. Mais par contre, on voulait la septentrionaliser. C'est-à-dire que la partie berrichonne sud, eh ben, on prenait le sologno, le berrichon nord. Et la partie occ vraiment de l'Allier, ben on prenait le Bourbonnais d'Oil. C'est vrai que toutes les langues ont un petit peu leur histoire derrière. Et ce n'est pas par coïncidence que certaines deviennent minoritaires, puis que certaines disparaissent. C'est toujours dû à l'attitude des locuteurs, des pouvoirs publics, etc. Si je reviens sur l'exemple du catalan parlé à Valence, c'est une langue qui se porte bien au niveau de sa reconnaissance, son statut. C'est les langues officielles aux côtés de l'espagnol depuis les années 80. Et l'enseignement est obligatoire dans la zone de prédominance linguistique, puisque dans son histoire, ce royaume de Valence a été, comme tu le sais, colonisé par des colons venant de Catalogne sur les plaines et sur les côtes, tandis que des colons venant d'Aragon, dans la majorité, à l'intérieur des terres. Donc, c'est toujours la côte plus peuplée où la langue est parlée, pas à l'intérieur des terres, dans les terres. Donc, elle a un statut, un enseignement obligatoire. Elle est un tout petit peu présente dans les médias, c'est-à-dire qu'on a une chaîne de télévision publique, des radios. Ce n'est pratiquement rien par rapport à la langue dominante qui est l'espagnol.
Mais c'est une langue qui existe, tous les habitants en sont conscients, elle est présente également dans la signalisation. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas, on peut avoir l'impression que cette langue elle est complètement protégée, pas du tout minorisée, sans problème, mais en fait la situation n'est pas si heureuse parce que dans beaucoup de domaines elle est vraiment exclue. Je peux te citer un exemple, les aéroports. Dans la signalisation dans les aéroports, la langue de Valence, l'aéroport d'Alicante par exemple, elle est pratiquement absente par rapport à l'espagnol. Elle occupe un espace minuscule. Oui. Tandis qu'elle devrait être à égalité. Le tourisme est perçu comme hispanophone d'office, voire anglophone, exactement. Mais pas catalanophone, quoi. Exactement. Il y a certains domaines où elle n'est pas présente. Après, ça va dépendre peut-être des personnes qui sont un peu plus revendicatives et qui vont être super contentes que tu parles la forme valencienne, la forme baléare, enfin le catalan de manière générale. Mais par contre, il y en a qui vont être un peu étonnés en genre pourquoi tu parles le catalan, quoi. Par l'espagnol, par l'anglais, mais ouais. Parfois, c'est vu comme pas naturel. Ouais, voilà. C'est une langue qui a toujours été plus présente dans les ménages, à la maison, dans la vie privée. C'est depuis très récemment qu'elle a acquis une petite place dans l'enseignement, dans la signalisation. C'est très nouveau et c'est toujours en cours on appelle ça la normalisation, c'est-à-dire arriver à une situation où il serait aussi normal ou aussi courant d'utiliser une langue ou l'autre. On en est encore très très loin. Mais si je regarde le statut ou la situation du berrichon, ça n'a rien à voir avec ça. Selon ce que tu me dis, on pourrait dire que cette langue elle est pratiquement au bord de l'extinction. C'est assez grave. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je ne sais pas comment tu as fait pour l'apprendre parce que tu disais… Alors, déjà, son statut, moi, c'est pas du tout officiel. Il y a une légère conscientisation, mais ça s'arrête là. C'est vraiment une langue qui se parle en bribes, c'est-à-dire qu'on parle français et quand on connaît des mots, on insère dedans des mots dans le français. Donc, c'est presque même une forme de créole, en tout cas, précisément ce qu'on appelle un code switching, on pourrait appeler ça une forme de créole, dans la langue. Pas du tout de statut officiel, pas du tout de cours, pas du tout même de caractère académique, de standardisation. Donc là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Pour dire les choses, si on est à 20 000 locuteurs sur 4 à 5% de la population de la région où c'est parlé, c'est le maximum. C'est des populations en général qui ont plus de 75 ans qui parlent cette langue. Les jeunes, ils connaissent quelques mots, voilà, ça s'arrête là. Et voilà. Et alors, moi, comment j'ai appris ? Bien, en fait, oui, c'est bizarre parce qu'on pourrait dire, il y a très peu de choses et tout. Il y a quand même quelques petites choses. Alors, j'explique. Déjà, on trouve un certain nombre de lexiques, soit papier, en livre, soit sur Internet. En étant intéressé à la linguistique et tout, comparant énormément d'abord les mots, vraiment le micro-dialectaux entre eux, tel coin du Berry, tel coin du Bourbonnais. Puis finalement aussi les langues un peu voisines, le berrichon-sologno, le bourguignon, le vargnadoc, le poitevin saintongeais. Je me suis dit, mais finalement, en fait, déjà d'une, la langue existe. Ensuite, il y a déjà un certain nombre de mots qui existent. Donc, on peut les dire, on peut faire un certain nombre de phrases. Et puis, en fait, finalement, après, il y a tout ce qu'on appelle la phonologie d'une langue, c'est-à-dire comment la langue dit tel son, comment elle se construit. Il y a même une grammaire interne, alors qui est assez proche du français. Là, pour le coup, c'est une langue d'oil, mais avec des petites différences. Par exemple, on ne dit pas en face de, mais face plus non. Alors, ça ressemble un peu au québécois. Peut-être, est-ce que c'est une bribe de grammaire hoc ancienne, etc. On dit face la gare, on ne dit pas en face de la gare. Il y a l'aspect comment tu fais les mots. Alors, tu prends un mot tout simple, rapide, on dit veloce, comme on dit véloce, tu vois. Et ben, finalement, la plupart des adverbes se forment en main, en berrichon, comme on dirait mente ou miente en espagnol ou catalan, man en français, belus main, voilà. Tu n'as pas le mot en tant que tel dans les lexiques, mais il n'y a pas de raison à 99% de ne pas dire belus main pour dire rapide main. Tu vois. Et après, Pierre-Marie, pour revenir au sujet que j'aime beaucoup de la transmission intergénérationnelle, est-ce que cette langue t'a été transmise par tes parents ou par ta famille ? Est-ce que tu as pu l'écouter de quelqu'un, d'un locuteur natif, on va dire ? Oui, j'ai eu la transmission par l'oreille, quoi. C'est-à-dire que ma grand-mère parle la bribe, le créole, le code switching, on l'appellera comme on veut. Moi, j'appelle ça le franc richon, hein, voilà. C'est le français régional, on pourrait dire. C'est un français régional, voilà. Voilà. Si ça reste sous
il y a quelques personnes, il y a eu des cas où on a vu des cas où c'était parlé de manière pure, mais en général, c'est parlé sous un forme de français régional, c'est-à-dire lu français, et dedans, des éléments lexicaux, parfois grammaticaux. Et donc, à partir de là, moi, j'avais l'accent dans l'oreille, j'avais les mots dans l'oreille, j'en savais un certain nombre. Je l'utilise parfois d'ailleurs, hein, dans mon français hyper standardisé, mais en même temps, forcément avec des petites notes régionales, mais ça, c'est pour tout le monde pareil, ce qu'on appelle sociolecte. Avec tout l'aspect et le débat sur les langues régionales en 2014, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un certain nombre de références, ce que j'ai fait sur Internet, j'ai commandé des livres. Et à partir de là, pendant un an et demi, j'ai appris la langue et j'ai aussi reformé, comme je l'ai expliqué le système, un peu la langue. Ce qui fait que maintenant, j'arrive à écrire, j'arrive à parler. Et voilà. Et donc, j'avais ça dans l'oreille. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est bête, on peut pas transmettre, on peut pas montrer cette langue-là. Il y a juste des mots comme ça, par-ci, par-là. Alors bon, j'ai toujours une petite difficulté parce que forcément, je sais bien utiliser que le français, voire l'anglais. Bon, mais des fois, je cherche mes mots. Mais je veux dire, je sais parler, je sais écrire sur n'importe quoi la langue C'est incroyable. berrichonne bourbonnaise. Il faut préciser que tu as aussi un blog en langue berrichonne bourbonnaise que tout le monde peut consulter. Il sera disponible dans le descriptif de cette vidéo. Sur plein de sujets d'actualité en plus. J'essayais un peu de toucher à tout. Bon, je peux pas, je suis tout seul, alors je n'ai pas les moyens absolus. C'est vrai. Je peux pas monter une association, je peux pas monter une école, je peux pas monter un lobby entre guillemets pour faire une langue co-officielle ou une langue au CAPES ou je ne sais quoi. Mais bon, j'essaie de faire un peu comme je peux. Et pour finir, en fait, je dirais que j'ai espoir de faire connaître progressivement la langue. Peut-être qu'elle sera plus parlée en tant que telle, mais au moins qu'on puisse apprendre, qu'on puisse conscientiser et que des gens puissent se dire, bah finalement, c'est la langue du coin, je peux l'apprendre un peu ou totalement. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Après, qui est proche du français, je pense que tu peux arriver aussi à un stade où il y aurait du matériel dans cette langue, par exemple une émission radio. Et comme la langue, elle est proche du français, elle est intercompréhensible, même avec je pense que toi, tu comprendrais ce que je dis en valencien et moi, je comprendrais ce que tu dis en berrichon. Les gens du coin pourraient écouter la langue, comprendre et suivre une émission pour que la langue soit écoutée sans forcément la parler aussi. Exactement. Passif. Ils pourraient devenir des locuteurs passifs, les berrichons. Voilà, locuteurs passifs. Parce que c'est clair que les gens ne vont pas forcément l'utiliser en conversation familiale. Il n'y a pas d'intérêt, à part à dire une phrase par-ci par-là ou le phénomène de français régional, ça c'est plus courant. Peut-être, mais par contre, c'est clair que ouais, voilà, je pense que la diglossie hyper minorisée, elle est là pour tout le temps. Par contre, il faudrait qu'elle puisse exister encore, parce qu'il est possible que, ben voilà, dans 50 ans, dans 100 ans, il y a vraiment personne qui s'intéresse à ça, qui ne pratique même plus quoi que ce soit. Mais il est vrai que s'il y avait des outils, les gens peuvent se dire, ok, je ne vais pas l'apprendre dans l'absolu, c'est certainement pas un statut officiel, mais par contre, au moins de dire, déjà, voilà, elle est perpétuée, cette langue. Pour cette fin, justement, dans les prochaines vidéos, on va aborder des sujets d'actualité ou d'autres dans nos langues respectives. Donc tout le monde aura l'occasion d'entendre cette belle langue qui est le berrichon bourbonnais et aussi le catalan parlé à Valence pour les plus curieux. Et ce sera une façon de rendre ta langue un peu plus visible et la porter à la connaissance d'un plus grand nombre de personnes. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera dans cette belle langue.